L'hydrogène, on en a parlé lors de lors de l'épisode 1 sur la stratégie hydrogène en France, hein. Ça nous semblait intéressant pour l'épisode 3, presque 9 mois plus tard, de faire venir Thomas à nouveau de France Hydrogène, nouvellement nommé France Hydrogène, pour faire un peu le point sur justement cette stratégie, mais aussi, et plus précisément, peut-être aussi aller dans le détail au niveau ferroviaire, au niveau fluvial et au niveau portuaire. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait, merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer de partager mon écran. Vas-y, sinon j'ai ça. C'est parfois un peu compliqué, mais ok, alors normalement ça devrait être bon. Je la vois. Voilà. Tac. J'ai l'impression que ça fonctionne. Parfait, merci. Bon, super. Alors, oui, merci Fabien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, je vais essayer de faire un état des lieux de la stratégie nationale hydrogène française, hein, assez rapidement, pour essayer de planter le décor, entre guillemets. Ensuite, effectivement, de faire un focus plus particulier sur les projets actuels autour à la fois du train hydrogène, hein, dont on entend beaucoup parler, et aussi des projets fluviaux qui sont peut-être un peu moins mis en avant, mais qui sont tout aussi nombreux sur le territoire français, et puis finir sur une petite ouverture sur le portuaire. Alors, donc déjà, bon, la mise en œuvre de la stratégie nationale hydrogène, en quelques mots, rappelez que le 8 septembre dernier, on a eu l'annonce d'une stratégie hydrogène pluriannuelle, hein, puisqu'elle s'étale jusqu'à 2030, qui est répartie en 3 axes bien définis sur la décarbonation de l'industrie, hein, qui est la majeure partie de cette stratégie, le développement des mobilités hydrogène, notamment professionnelles, hein. Quand on parle de mobilité hydrogène, on parle de mobilité avant tout professionnelle, où on a besoin d'autonomie, de mobilité lourde, hein, comme ce qui a été dit en introduction. Et le 3e axe sur la recherche, le développement et l'innovation, et aussi les formations et compétences. Voilà. Donc, on a des objectifs assez ambitieux, hein. Là, on voit, pour donner un ordre d'idée, 7000 MW de production d'hydrogène. C'est quasiment 1 fois 1000 par rapport à aujourd'hui pour des solutions, pour des projets énergétiques. Donc, il y a vraiment un changement d'échelle considérable à mener, hein, et on s'y emploie. Et pour ça, il y a un soutien de 7 milliards d'euros d'ici 2030, avec 3 milliards d'ici 2023, et qui se matérialise, notamment avec des appels à projets, dont on a eu les premiers résultats dernièrement. Donc voilà, je vais aussi vous en dire un mot. Et avec l'objectif aussi de générer un maximum d'emplois, parce que en plus aux enjeux environnementaux auxquels l'hydrogène doit contribuer, hein, à la transition énergétique et écologique, l'hydrogène doit aussi devenir un moyen de réindustrialiser le pays, de créer de la valeur sur tout le territoire et sur toute la chaîne de valeur. Voilà, donc il y a vraiment cet enjeu-là aussi qui est porté par cette stratégie, puis par les acteurs de la filière. Alors, juste un mot sur les appels à projets, hein, qui sortent de cette stratégie. On a eu les premiers lauréats qui ont été annoncés il y a quelques jours, quelques semaines, hein. Il y en a 7 premiers lauréats, 32 projets en cours d'instruction également, donc une vraie réussite avec des projets d'ampleur. Je vous ai surligné et marqué un peu plus précisément ceux où on a une dimension fluviale, maritime, voilà, du côté de Cannes, hein, sur la Méditerranée, ou du côté de Nantes-Saint-Nazaire. Donc voilà, hein, les projets se développent sur tout le territoire français. La carte aussi répertorie les projets d'un appel à projet de 2019. Donc voilà, on voit cette couverture nationale qui est vraiment en train de se constituer sur le territoire français. Ensuite, bon, on a tout un tas de grands travaux législatifs en cours, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est simplement pour vous dire que ces sujets-là avancent aussi sur un mécanisme de soutien sur tout ce qu'on appelle la taxonomie, donc voilà, décrire précisément ce qu'est de l'hydrogène renouvelable, de l'hydrogène décarboné, de l'hydrogène carboné, hein, avec les garanties d'origine qui vont avec, hein, le mécanisme de garantie d'origine. Donc voilà, tout ça c'est en cours, c'est un gros chantier législatif au niveau français et au niveau européen. L'IPCEI, c'est un
un grand projet industriel de taille européenne également, entre une dizaine d'États membres, hein, pour faire vraiment émerger des champions industriels sur l'hydrogène. Et puis, voilà, il y a là aussi la stratégie hydrogène que l'on suit. Et enfin, il y a l'organe de pilotage de la stratégie française, qui est le Conseil national de l'hydrogène, et qui, comme je disais, pilote cette stratégie et assure un suivi à la fois des appels à projets, vérifier si les financements ont bien l'effet escompté, de savoir si on suit les objectifs, de bien identifier les briques technologiques clés et leur accompagnement, et aussi d'établir une feuille de route de l'hydrogène à 2030. Et c'est ce à quoi nous, côté France Hydrogène, on s'attache tout particulièrement, avec aussi l'identification de grands bassins hydrogène, une dizaine à l'échelle française, où on a une forte densité de projets et des projets de grande envergure. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est une carte assez sommaire, mais qui illustre un petit peu la dynamique en France. Et on voit notamment côté Hauts-de-France, hein, bien évidemment, on a cette très forte dynamique tirée notamment par Dunkerque, mais pas que, et aussi en lien avec ce qui peut se passer du côté de la mer du Nord, de la Belgique, voilà, où on a aussi une très forte dynamique hydrogène. Alors, bon, voilà, ça c'était le tour d'horizon de la stratégie. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Maintenant, si on fait un focus un peu plus précis sur le ferroviaire et le fluvial, on voit que là aussi, les choses avancent, les projets se montent, on franchit des étapes importantes et des alliances industrielles aussi conséquentes se mettent en place. Alors, si on commence par le fluvial, on peut, pour illustrer cette dynamique, mettre en avant le projet de la CFT, qui a annoncé récemment pouvoir mettre à l'eau un navire hydrogène d'ici fin 2021 sur la Seine dans le cadre du projet européen Flagships. Donc c'est un automoteur de 400 kW, pile à combustible, voilà, pour le transport de matériaux, etc. Voire même pour le transport logistique, pardon, excusez-moi, avec un conteneur voilà, gazeux sous forme d'un pied. Donc voilà, un projet qui vient illustrer cette dynamique et qui va être mis à l'eau très prochainement, hein, d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on voit vraiment, on franchit une étape importante là. On reste, c'est les premiers démonstrateurs, bien évidemment. Hein, voilà, on n'est pas sur encore une diffusion à grande échelle, mais quand même, on arrive maintenant à des démonstrateurs à l'échelle, des démonstrateurs commerciaux qui vont permettre à la filière de monter en puissance. Idem, j'ai mis en avant ce projet, mais on peut aussi en citer d'autres qui sont sur toute la France et sur les différents bassins fluviaux, qui permettent là aussi encore d'éprouver la technologie, de la faire monter en puissance sur différents types d'usages. C'est ça aussi qui est intéressant. Même si on est plutôt globalement sur du fret, hein, on est assez peu sur du passager pour l'instant. On peut citer, donc là je vous ai mis aussi quelques projets, donc à la fois d'autres sur Paris. On peut notamment par exemple le projet PM13 qui est en lien avec le cimentier Cemex, hein, qui est également sur la Seine et qui vise à transporter les matériaux dont il a besoin entre deux sites situés sur la Seine. Donc voilà, hein, on a aussi des acteurs chargeurs cimentiers, on en a cité un tout à l'heure, qui s'investit sur le sujet hydrogène. On a également voilà, le projet OH2 qui est entre Lyon et Fos et qui implique des énergéticiens comme la Compagnie nationale du Rhône, qui implique VNF et qui vise à décarboner plus largement des flottes de bateaux fluviaux qui font la navette entre Lyon et le port de Fos. Et enfin, par exemple, le projet LE3 dans le Grand Est, qui est un projet logistique entre différents sites de PSA, avec des navires, là encore, des bateaux hydrogène qui sont de la gamme de puissance hein, de l'automoteur de la CFT jusqu'à 500 kW environ, voilà, mais avec des missions hein, de plus en plus étendues et avec une mise en exploitation prévue, alors pas d'ici 2021, mais plutôt d'ici 2023, par exemple. Donc voilà, on est sur vraiment une première montée en puissance d'ici 2023-2024, où on devrait avoir des projets hydrogène sur le fluvial qui se multiplient.
Alors, sur les caractéristiques d'un navire fluvial à hydrogène, pour en savoir plus, je vous renverrai notamment à un cahier technique réalisé par VNF qui s'appelle Propulsion hydrogène pour bateaux fluviaux, auquel on a contribué et qui récapitule tous les grands enjeux aujourd'hui liés à l'hydrogène, les différentes solutions technologiques, les différents industriels, l'accompagnement possible. Voilà, là, par exemple, sur la gauche, vous avez le schéma d'une pile à combustible qui peuvent aller voilà, de 5 kW à 1 MW. Aujourd'hui, voilà, on s'approche allègrement du mégawatt de puissance pour des piles à combustible. Les solutions de stockage, la production d'hydrogène, voilà, les différentes solutions du carboné au renouvelable, leur coût de production aussi, puisque c'est un gros sujet. Pour être compétitif avec du GNL, il faut que l'hydrogène arrive à environ 2-3 euros le kilo, alors qu'aujourd'hui on est plutôt vers 10-12. Donc on voit le différentiel. C'est pour ça qu'on souhaite véritablement changer d'échelle et accélérer une production massive d'hydrogène décarboné. Et à droite, vous avez un tableau estimatif des coûts de construction d'un navire hydrogène sur la base d'un Freycinet, où on voit que les premières unités coûtent effectivement, c'est un investissement vraiment conséquent, mais qu'après, sur la reproduction de ce modèle et le développement, la construction du même type de navire, les modèles 3 et 4, voilà, les coûts tendent à diminuer assez rapidement sur ce type de navire-là. Voilà, donc bon, je pense qu'on pourra, Fabien, aussi renvoyer le lien vers ce cahier technique qui est assez complet, précis et qui, je pense, est un bon outil, même si bon, je pense qu'il pourrait être réactualisé parce que les choses vont vite dans la filière, mais qui est un bon outil pour prendre le sujet hydrogène en main sur la partie hydrogène et fluvial. Peut-être, Thomas, juste avant que tu passes, pardon, Oui, bien sûr. Et au train, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir sur la partie en fait, hydrogène, un peu stratégie ou partie fluviale, parce qu'après on va un peu changer de sujet. Est-ce que je laisse un tout petit peu de temps, puisque finalement, si quelqu'un veut prendre la parole, il ne faut surtout pas hésiter parmi nos participants. Je ne vois pas de micro qui s'active parmi nos membres de conseil d'administration ou s'il y a voilà, pas de remarques particulières. Très bien. Peut-être le temps de digérer ces infos et les questions vont venir après, peut-être. C'est ça. Alors effectivement, donc là c'était pour la partie un peu panorama global sur le fluvial. Maintenant, on va essayer effectivement de passer sur la partie ferroviaire. Alors là, on est moins sur du train de fret, on est plutôt sur du train de passagers, mais sachez qu'effectivement, c'est des technologies qui sont aussi regardées pour du fret, bien évidemment, parce que comme on le disait, l'hydrogène est dans un premier temps particulièrement bien adapté pour des mobilités de forte puissance à usage contraint. Donc voilà, le fret ferroviaire s'y prête tout particulièrement et sauf erreur de ma part, je crois que SNCF Fret regarde aussi le sujet de plus près. Mais pour l'instant, voilà, on va se concentrer sur les premières réalisations de trains à passagers hydrogène qui viennent aussi un petit peu illustrer cette dynamique et puis ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, les perspectives à 5-10 ans. Alors là aussi, élément important, on a franchi une étape cruciale, vraiment sur le déploiement du train à hydrogène, puisque le 8 avril dernier, donc on voit encore que c'est vraiment récent, la SNCF a finalisé la commande de 12 trains à hydrogène pour 4 régions françaises. Donc ces premiers trains entreront, les premiers essais arriveront en service fin 2023 pour une mise en commerciale d'ici 2025. Donc voilà, là, on a vraiment ce triptyque qui porte le projet depuis le début. La SNCF, côté opérateur, les régions qui sont commanditaires et qui exploitent les trains, qui sont propriétaires des trains, et Alstom qui est le constructeur. Voilà, là, on rentre vraiment dans la partie concrétisation avec l'achat de ces rames et leur mise en opération d'ici fin 2023.
On a aussi eu une base importante. Hein, quand je vous disais alliance industrielle, on peut penser bien évidemment à un exemple là encore très récent qui est aussi une très bonne illustration de cette structuration de la filière, puisque Alstom a racheté le spécialiste des piles à combustible de forte puissance, Elion Hydrogen Power, qui est basé du côté d'Aix-en-Provence, avec l'idée de faire monter en puissance cette PME française sur des piles à combustible qui atteignent qui atteignent plusieurs centaines de kilowatts, voire le mégawatt, voire plus. Hein, voilà. Donc, on a vraiment toutes les pièces du puzzle un petit peu qui commencent à se mettre, à s'imbriquer et à s'aligner pour avoir ces trains à hydrogène en circulation assez rapidement d'ici fin 2023. Alors, si on s'arrête un peu plus précisément sur le train à hydrogène, aujourd'hui, vous avez déjà plusieurs dizaines de trains à hydrogène qui roulent en Allemagne depuis 2018, mais donc le train à hydrogène français en sera inspiré, bien évidemment, mais il sera un petit peu différent. Et la principale différence, c'est que ça sera un train bimode, voire même trimode, c'est-à-dire que il pourra à la fois rouler en autonomie sur la partie pile à combustible, mais aussi se brancher sur des caténaires et bénéficier de l'électrification de certaines lignes. Donc voilà, c'est un train qui, en conjuguant ces deux modes de propulsion, pourrait atteindre jusqu'à 1000 km d'autonomie. Voilà, donc sur la partie hydrogène, on serait plutôt à 300-400 km et sur la partie électrification, le reste. Aussi, point important, pourquoi je dis même pas bimode mais trimode, c'est parce que un train hydrogène, même un véhicule hydrogène, inclut toujours une batterie. Donc après, l'hybridation entre la batterie et la pile à combustible reste à définir, hein, bien évidemment. Puisque sur certains modèles, on est plutôt sur l'hydrogène vient comme prolongateur d'autonomie d'une batterie, et sur d'autres modèles, on est vraiment sur une puissance principale apportée par l'hydrogène et la pile à combustible, là où la batterie apporte un complément de puissance pour certains appels de puissance sur des manœuvres un peu particulières. Voilà. Donc, vous voyez là un petit peu les caractéristiques du train. Le stockage se ferait effectivement sur le toit, la partie pile aussi. Donc, toute la partie hydrogène serait plutôt sur le toit du train avec un stockage à 350 bars pour environ 200 kg d'hydrogène embarqué. Voilà, donc on voit vraiment ce train hydrogène qui est en train de se dessiner et qui vient illustrer un peu dynamique, c'est-à-dire c'est-à-dire que eh bien, la solution hydrogène vient en complément d'autres. Hein, voilà. On pense que c'est une solution qui sera indispensable pour le mix énergétique du futur et sa transition énergétique, mais voilà, en complément d'autres également. L'hydrogène ne fera pas tout, bien évidemment. Et pour l'illustrer, on a cette étude des perspectives du train hydrogène en France où on voit que voilà, jusqu'à 250 trains pourraient passer à l'hydrogène sur 34 lignes ferroviaires sur un total de 52. Donc voilà, on voit que c'est une part importante, mais pas tout, hein, bien évidemment. Ça pourrait être jusqu'à un tiers du parc qui est aujourd'hui diesel de la SNCF. Donc, on voit des émissions aussi de réduction de CO2 assez considérables, hein, jusqu'à moins 95% dans les meilleures configurations. Mais ça nécessite de très gros investissements sur le sujet. Alors, bon, juste pour terminer, voilà, un peu ce panorama global sur des mobilités de forte puissance. Hein. J'ai rajouté aussi l'aéronautique parce qu'il y a un gros développement sur le sujet. On voit vraiment qu'on a sur l'ensemble de ces mobilités-là des complémentarités et les mobilités vont bénéficier de développements communs, hein, ce qui va permettre d'accélérer le déploiement de solutions hydrogène. C'est-à-dire que les piles qui vont être développées pour les trains vont certainement resservir pour d'autres usages, et typiquement le fluvial ou d'autres types de mobilité. Donc ensuite, pour terminer, et avec un élément sur le porteur et sans trop dépasser le temps. Donc, pourquoi un focus sur le portuaire? Parce que, on l'a déjà dit, mais c'est important de le répéter, pour nous, l'hydrogène, le port va devenir un épicentre, un hub majeur hydrogène dans les années à venir, puisque voilà, il nous faut faire monter en puissance en même temps la production et les usages, hein, sauf cas particulier comme vraiment la frontière franco-belge, mais il n'y a pas de réseau d'hydrogène. Donc voilà, généralement, on essaie de faire monter en même temps production et usage, et on va essayer d'avoir
d'avoir un maximum d'usages agrégés autour d'une production pour bénéficier d'économies d'échelle et ainsi faire baisser les coûts des projets hydrogène. Et quel meilleur écosystème peut accueillir des projets de cette taille qu'un écosystème portuaire où on rencontre tous les usages privilégiés de l'hydrogène, à savoir des mobilités de très forte puissance, hein, comme on l'a dit, des camions de 44 tonnes, des chariots pour transporter des conteneurs, du fluvial, du maritime, voire également du ferroviaire, mais aussi la décarbonation de l'industrie. Voilà, donc on voit bien que le port peut devenir très rapidement un très gros hub hydrogène et assez vite, qui peut produire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de tonnes d'hydrogène décarboné par an. Donc là, on a une configuration tout à fait pertinente et importante pour la filière hydrogène. Pour vous illustrer cette dynamique, on peut prendre l'exemple des voisins, hein, belges et surtout hollandais, qui ont de très gros projets hydrogène. Hein. On compte en plusieurs centaines, même là, de milliers de tonnes d'hydrogène produites, hein, avec des objectifs à 2030 liés notamment au développement d'éoliennes en mer du Nord, hein, autour de Rotterdam, Groningue, Amsterdam. On peut aussi aller jusqu'à Anvers, hein, bien évidemment, qui a aussi de très gros projets. Donc voilà, on voit vraiment cette dynamique et le port comme véritable centre névralgique de la filière hydrogène à court et moyen terme. Alors là, on a cité de très grands ports, hein, mais ça peut aussi se décliner sur des ports de taille un peu plus restreinte. En tout cas, voilà. Il n'y a pas besoin d'être un énorme port pour bénéficier de cette dynamique hydrogène. Et juste pour s'en convaincre, nous, on mène une étude actuellement avec une quinzaine de ports partenaires sur justement ces scénarios de déploiement de l'hydrogène dans une zone portuaire pour décarboner de multiples usages. Donc on voit là à la fois que on a représenté là nos ports partenaires et on voit bien que ces ports sont généralement au centre des grands bassins que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ils sont vraiment au centre de cette dynamique et peuvent bénéficier également de l'effet d'entraînement du développement de la filière pour créer de nouveaux usages, développer de la valeur et décarboner à la fois mobilité et industrie sur leur territoire. Voilà un petit peu pour cette présentation globale. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir actuellement? Je ne sais pas si il y a... Je vois une main qui s'est levée, Monsieur Rossignol. Oui. Oui, vas-y. Oui. Non, je voulais juste rebondir par rapport au sujet sur le fret ferroviaire. Effectivement, c'est un sujet qu'Alstom en particulier regarde. Bon, ce qu'il faut savoir sur le fret ferroviaire, c'est qu'aujourd'hui, les puissances nécessaires pour tirer des convois de type nationaux rendent l'utilisation de l'hydrogène encore problématique. Par contre, il y a un gros travail qui va être lancé sur des projets de type métropolitain ou autour des ports, justement. Il est clair que le fret de proximité est un enjeu extrêmement important pour un constructeur comme Alstom pour finalement tester la technologie hydrogène sur du transport de fret. Donc je pense qu'effectivement, dans un premier temps, c'est plutôt à regarder autour, on va dire, de systèmes de fret sur un périmètre de 50 km, où là, il devrait y avoir un certain nombre de points. Par exemple, la métropole Aix-Marseille-Provence, avec sa régie, sa RDT13 qui fait du fret ferroviaire, travaille sur la réflexion sur un service public de fret ferroviaire qui intégrerait une partie de la flotte à l'hydrogène. Voilà, donc ce sont des sujets qui, effectivement, aujourd'hui, on voit bien que la priorité, c'est le transport public de voyageurs. Donc, effectivement, avec toutes les expérimentations que Thomas a mentionnées avec Alstom, les régions et SNCF. Mais effectivement, la prochaine étape, alors on part à horizon 5 ans, hein, c'est du fret de proximité. Donc, effectivement, tout ce qui tourne, là, par exemple, sur Aix-Marseille-Provence,
la RDT 13 fait le transport, par exemple, du carburant pour Total sur la Maine, mais également tout ce qui est le transport des déchets vers les centres d'enfouissement et de brûlage. Donc voilà, donc c'est une première brique dans le fret ferroviaire qui va être intéressant de suivre et qui devrait effectivement après amener les constructeurs, parce qu'à part Alstom, par exemple, moi j'ai eu beaucoup à discuter avec Vossloh. Vossloh est plutôt sur du biocarburant et pas du tout là-dessus, mais effectivement, c'est la première étape du fret ferroviaire à plus grosse échelle, qui est effectivement comment conduire un convoi de fret ferroviaire national avec une locomotive poussée à hydrogène. Ouais, peut-être juste pour compléter, effectivement, on voit que sur l'hydrogène, l'une des grosses difficultés, c'est même plus tellement la propulsion, puisqu'on a des piles qui atteignent des niveaux de puissance assez importants, et même on a des moteurs hydrogène qui sont en train de monter en puissance. Alors, soit 100% hydrogène, certains y travaillent, mais aussi en injectant de l'hydrogène dans du gaz naturel ou du biogaz, comme Antoine l'a présenté. Donc, voilà, mais c'est même en termes de stockage en fait de l'hydrogène où là on a de vraies difficultés, donc puisque c'est une énergie volumineuse. Donc effectivement, c'est vrai que sur des convois nationaux, là la difficulté, à mon avis, les quantités d'hydrogène à transporter sont importantes. En revanche, sur des circuits effectivement de proximité où on est sur quelques dizaines voire centaines éventuellement de kilomètres, là on a une pertinence qui est beaucoup plus grande. Et donc voilà, et surtout dans les zones portuaires où on a une dynamique hydrogène qui est quand même assez énorme. Donc voilà. Bon. À mon avis, c'est cette question du stockage effectivement qui est vraiment la plus problématique aujourd'hui. Merci. Guy, tu voulais aborder un sujet? Oui, absolument. Merci Fabien. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement, et on est au cœur de la stratégie du port, le port de demain. Au niveau de Dunkerque, il est clair que le mix énergétique des ports évolue considérablement. Il a déjà commencé à évoluer. À Dunkerque, vous savez que nous sommes sortis de la rente dite pétrolière, puisque la raffinerie Total a fermé en 2010, et on est résolument aujourd'hui dans une logique d'être capable de produire de nouvelles énergies. Bon, Dunkerque est déjà le port de toutes les énergies, mais on doit diversifier encore ces énergies euh, et, euh, et avoir à terme une énergie qui est à la fois facile d'accès, qui soit proche, qui soit compétitive et qui soit décarbonée pour bien sûr les transports, mais aussi la fonction industrielle. On sait très bien que la disponibilité d'hydrogène en milieu portuaire sera un critère, et déjà un critère, mais sera un critère énorme d'attractivité industrielle pour le port de Dunkerque, pour attirer de nouveaux investissements. C'est un intérêt bien compris de notre part, oui. Oui, et puis c'est vrai que Dunkerque a énormément d'atouts effectivement pour devenir un hub hydrogène national et même européen. Donc voilà, et vu les projets effectivement qui sont en cours sur Dunkerque, ça pourrait aussi bénéficier à l'ensemble des territoires voisins avec un hydrogène compétitif. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout là pour avoir un énorme hub qui puisse bénéficier au plus grand nombre. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste un dernier sujet à traiter avant de nous quitter, malheureusement. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque sur le sujet hydrogène rapide, si c'est possible, avant qu'on passe à la dernière étape de notre voyage à travers les énergies alternatives?